Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Jean-Pierre Moulin, président de l'Union départementale des associations de défense de la nature en Essonne. Bonjour. Bonjour. L'Union départementale, comme son nom l'indique, regroupe des associations environnementales venant des 4 coins de l'Essonne. Aujourd'hui, la fédération regroupe une 50aine d'associations. Pourquoi ce choix de s'unifier ? Alors, l'Essonne est un département original puisqu'il est à la fois urbain donc sur le nord et rural au sud. On a en fait besoin de la ruralité pour faire vivre la ville dense et vice-versa. Donc en fait, nos associations, on a l'occasion de nous rencontrer régulièrement. On travaille tous sur les mêmes thématiques, que ce soit en fait les associations du Nord ou les associations du Sud. On essaye d'avoir en fait une cohérence dans nos positionnements vis-à-vis en fait de l'aménagement du territoire. Et justement, comme vous l'avez évoqué, il y a une grande diversité au niveau de la région. On pense notamment à certaines villes très citadines comme Évry et d'autres villes plus rurales comme Milly-la-Forêt où il y a des associations qui font partie de l'Union. Comment s'organise l'unification de ces nombreuses associations et est-ce que l'idée, c'est aussi de mettre ces associations en relation pour créer des événements communs ? Alors, l'idée, c'est de travailler sur des thématiques qui concernent, si je prends l'exemple, par exemple, une thématique comme la forêt. Aujourd'hui, nous, on a des forêts urbaines, des forêts périurbaines, puis des forêts qui sont, je dirais, les forêts privées, qui sont dans le sud Essonne, et il y en a un certain nombre à Dourdan, et si on va sur Fontainebleau, etc. En fait, il y a quand même des thématiques communes entre l'ensemble de ces territoires-là. Et il est nécessaire en fait d'avoir des visions de cohérence entre comment gérer en fait une forêt urbaine et comment gérer une forêt périurbaine. On se rend compte qu'il y a des éléments communs, ne serait-ce que sur la détermination des espèces à protéger par rapport aux événements climatiques que l'on connaît aujourd'hui et qui sont quand même très destructeurs de certaines espèces forestières. Donc en fait, il y a une nécessité de s'enrichir de la connaissance qu'on peut avoir d'une association rurale et d'une association urbaine. Voilà, donc c'est important qu'on travaille en commun pour qu'on puisse échanger sur des notions de cette nature-là. Je pourrais aussi prendre l'exemple de l'eau, avec les rivières, avec les inondations. Eh bien, en fait, quand les rivières traversent un département, on a besoin d'avoir l'information d'une association rurale et d'une association qui serait plus urbaine. Donc tout ceci, en fait, montre à quel point il est nécessaire de travailler collectif. On ne peut pas travailler chacun dans son coin aujourd'hui. Il est nécessaire d'avoir en fait des objectifs communs. Est-ce que justement ce travail collectif, comme vous l'avez noté, permet de faire remonter certaines problématiques liées à l'environnement ou à la protection de la nature au Conseil départemental de l'Essonne ou encore à la région Île-de-France ? Alors, moi, depuis que je suis président de cette fédération, donc, qui s'appelle dorénavant Essonne Nature Environnement, mon idée, ça est toujours de travailler je dirais, en partenariat avec les services institutionnels. C'est-à-dire qu'en fait, de pouvoir se mettre autour d'une table avec à la fois le conseil départemental, la direction départementale des territoires, l'ADRIAT, l'ensemble en fait des services institutionnels, au même titre que les élus locaux et au même titre que le milieu associatif. En fait, ce sont 3 légitimités qui ont besoin de travailler ensemble. Moi, je le vois dans les formations que j'ai pu faire sur les problèmes d'aménagement du territoire. Dans les communes qui m'invitaient, eh bien, j'avais la possibilité d'avoir accès en fait aux élus locaux, aux associations environnementales et de pouvoir partager en fait la connaissance entre nous et de pouvoir dialoguer, de pouvoir répondre à leurs préoccupations. Fin mars, le département de l'Essonne a officialisé la création d'un opérateur pour développer les énergies renouvelables. Ce projet, quel sera votre rôle dans ce projet justement de développement des énergies renouvelables et qu'est-ce que vous attendez de ce projet ? Alors, c'est un projet enfin, qui est très intéressant puisqu'il est lié en fait à l'avenir de la planète, savoir si on continue à utiliser le charbon, l'uranium ou d'autres énergies. Les énergies renouvelables sont là pour compenser en fait la disparition, je dirais, la richesse fossile qui aujourd'hui est très 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 attaquée. Donc, il y a déjà quelques années, on avait été invité par le conseil départemental à participer en fait à des ateliers sur les énergies renouvelables. Parce que la problématique à laquelle sont confrontés les services institutionnels aujourd'hui,
c'est de faire passer auprès des élus locaux la possibilité de créer énergie renouvelable. Alors soit c'est l'éolien, soit c'est la méthanisation, soit c'est les photovoltaïques, enfin la géothermie. Il y a plusieurs process possibles. Pour arriver à faire passer en fait auprès des élus locaux la nécessité justement d'aller vers je dirais ces énergies nouvelles, il est important que les élus locaux définissent en fait des territoires. Donc il y a actuellement un travail qui a été demandé, c'est la loi du 10 mars 2023 qui a demandé en fait à l'ensemble des communes de définir les territoires sur lesquels on pouvait implanter je dirais, ces équipements nouveaux d'énergie renouvelable. En Essonne, je crois qu'à peu près la moitié des communes aujourd'hui sont en train de travailler, ou tout du moins sont en dialogue avec les services de l'État pour définir en fait quelles sont les portions de territoire sur lesquelles elles pourraient implanter ces énergies renouvelables. Voilà, et ça c'est tout un travail qui est en cours actuellement. Et notre rôle à nous, en tant qu'association, c'est d'aider en fait les élus locaux à comprendre qu'on ne peut pas continuer en fait à vivre avec les énergies fossiles. Et il y a aussi un élément important, c'est qu'on voudrait aller vers la sobriété. On ne peut pas rester non plus avec toujours plus. Mais il y a quand même un paradoxe dans tout ça, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de demandes d'énergie. L'Essonne, par exemple, c'est aujourd'hui 8 projets de data center qui sont nécessaires pour pouvoir faire tourner tous nos équipements en fait électroniques, toutes les mémoires, etc. Et on s'est rendu compte que ces data centers, il n'y en avait quasiment aucun où il y avait ce qu'on appelle la récupération de la chaleur fatale, c'est-à-dire qui pourrait aider en fait à chauffer des lotissements, des bâtiments, etc. Donc il y a des problématiques aussi qui se posent à ce niveau-là. L'une de vos grandes batailles est d'ailleurs l'aménagement du territoire. Pour vous, vous défendez l'idée qu'un aménagement du territoire pensé avec des villes polycentriques serait meilleur. Pouvez-vous définir ce qu'est une ville polycentrique? Alors la ville polycentrique, en fait, c'est la ville idéale. C'est la ville où on travaille, où on vit, où on se cultive, où on peut accéder à la culture. Enfin, je dirais la ville... Paris est une ville polycentrique. Il y a des villes polycentriques, évidemment. Alors là, on est dans un cas extrême, mais il y a des villes, il y a des territoires qui sont en fait très cohérents. Si vous prenez par exemple l'Essonne, on a 10 territoires en Essonne qui sont issus en fait du 1er janvier 2016, quand il y a eu en fait la constitution des communautés de communes et des communautés d'agglos. En fait, on se rend compte qu'il y a des communautés d'agglos qui constituent presque des territoires polycentriques. Je prends par exemple Paris-Saclay, parce qu'ils ont à la fois l'emploi, ils ont l'habitat, ils ont la culture, ils ont même un opéra. Puis vous avez des territoires, comme si vous êtes sur Étampes par exemple, où là on est sur des territoires, en fait ce sont des territoires dortoirs, ce sont des villes dortoirs, où on va chercher l'emploi dans des bassins d'emploi qui sont très proches de la capitale. Si vous saviez en termes d'emploi, 19 communes sur les 1281 communes de la région Île-de-France ont 50% des emplois en leur sein. C'est montrer à quel point, en fait, il y a un déficit énorme de composition je dirais, d'emplois dans des villes comme Dourdan, Étampes, je dirais même Évry. Ce sont des villes qui sont devenues des villes dortoirs. Mais du coup, rapidement, quels seraient les avantages pour l'environnement d'avoir des villes polycentriques? C'est le problème des transports. Les transports aujourd'hui, c'est une nuisance fondamentale dans la vie des citoyens. C'est-à-dire que pour arriver à se rendre à son lieu d'emploi, vous êtes obligé de prendre des transports en commun. Les RERD et RERC sont dans des états pitoyables. Mais je dirais, c'est même pas en les aménageant ou en les modernisant qu'on arrivera à sortir en fait de la difficulté. C'est que de toute évidence, il y a une telle densité de population dans les territoires qui sont très urbanisés que, les transports en commun ne sont plus adaptés. Et vous prenez les problèmes routiers,
c'est encore plus compliqué. Donc là, il y a une très grosse difficulté, mais pour moi, effectivement, l'intérêt de la ville polycentrique, c'est qu'elle éviterait ces mouvements pendulaires quotidiens qui nuisent en fait à la qualité de vie et même à la santé des individus. Merci Jean-Pierre Moulin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union départementale des associations de défense de la nature en Essonne. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur Radio Sensation.